Qui est FAC? Ce que nous sommes est avant tout ce que vous êtes. Vous vous investissez à fond dans votre entreprise et nous aussi, car nous sommes le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Que vous souhaitiez démarrer, agrandir ou transformer une entreprise agricole ou agroalimentaire, nous pouvons vous aider. Plus qu'un simple prêteur, nous sommes un allié, un catalyseur et nous sommes là à chaque étape de votre parcours. C'est ce que nous sommes. FAC, rêver, bâtir, réussir. Bonjour tout le monde, je m'appelle David Parker et je serai votre animateur aujourd'hui. Bienvenue au 5e et en fait dernier module d'une série spéciale exclusive avec Madame Pierrette Desrosiers. Notre titre aujourd'hui, la communication, qui est super important quand même, mais aussi la gestion de conflits. Donc, ça arrive des fois, des conflits entre famille, collègues, associés d'entreprise peut-être, amis. Donc, j'ai très hâte de découvrir avec vous les formules et les outils que Mme Desrosiers partagera avec nous pour gérer les conflits et améliorer notre communication. Si vous n'avez pas encore eu la chance de visionner les 4 modules précédents, n'inquiétez-vous pas. Il se trouve sur la page des événements virtuels à la carte de financement agricole Canada au www.fac.ca et je ferai en sorte en fait d'inclure le lien dans le courriel qui sera envoyé suivant la présentation d'aujourd'hui. Donc, je me joins à vous à partir du bureau de Regina en Saskatchewan et j'aimerais souligner que je me trouve sur les terres traditionnelles des Saulteaux, Dakota, Lakota, Nakota, les Cris et bien sûr les Métis. FAC honore et respecte la diversité, la force et la contribution de tous les peuples autochtones, et cela dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Parlant de collaboration, sous peu, Mme Desrosiers se joindra à nous. C'est le même format que les modules précédents. Elle présentera et vous aurez la chance de poser vos questions dans l'espace clavardage qui se trouve à la droite de votre écran. Et suite à la présentation, je vais pouvoir retourner à l'écran, aborder vos questions et les poser à Mme Desrosiers. N'hésitez pas non plus d'appuyer sur le bouton « Aide support » si vous éprouvez des problèmes techniques. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre invitée, Mme Pierrette Desrosiers, la première psychologue, conférencière et coach d'affaires au Canada, spécialisée auprès des entreprises agricoles, filles, femmes et sœurs d'entrepreneurs agricoles. Elle se démarque avec ses interventions basées sur les dernières recherches en neuroleadership. Bonjour, Mme Desrosiers. Quel bonheur de vous revoir pour ce 5e module. J'ose pas trop le dire, c'est le dernier en fait, mais quelle belle collaboration pour une série de 5 modules. Comment allez-vous ce matin? Mais David, ça va très, très bien. Alors, bonjour à tous. Un peu nostalgique peut-être déjà de penser que ça va être la fin de cette série-là. Écoutez, je suis très heureuse d'être encore avec vous tous. J'ai eu tellement de commentaires, j'ai des questions, les gens me contactent. Bref, je pense que ça répond vraiment à un besoin. Alors, heureuse d'être là ce matin encore une fois, à collaborer avec vous tous. Super. Et donc, on va garder le même format. Pierrette, je vous donne le stage. Moi, je vais quitter. Par contre, je vais garder un œil sur mes questions sur mon deuxième écran ici. Je vais faire la collecte des questions, puis je reviendrai tout à l'heure pour vous poser des bonnes questions des participants, puis on va continuer la conversation. Merci, David. À bientôt. Alors, donc, bienvenue à tous. On va parler de communication. Communication, ça veut dire aussi un petit peu de gestion de conflits. Vous savez, en fait, je dirais que plus que 90% de mes interventions, quand les gens m'appellent, ils me disent Madame Desrosiers, on a un peu de problème à communiquer. Des fois, c'est des petits problèmes, puis des fois, ça en est des plus gros. En fait, la communication, c'est l'outil principal qui nous aide à interagir dans notre quotidien avec tout le monde. Alors, on va regarder comment mieux communiquer. Puis, mieux communiquer, bien, ça s'apprend. On va regarder ici le plan du jour. Parce que la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que ça s'apprend. Et
qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tout d'abord, ben, quand je dis ça s'apprend, on ne vient pas au monde communicateur. On va voir tantôt c'est quoi les indicateurs d'un bon communicateur, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est des compétences qui se développent tout au long de notre vie. C'est comme un gros coffre à outils qu'on va garnir tout au long de notre vie, puis dépendant du nombre d'outils que je vais mettre, puis comment je vais pratiquer, mais je vais développer mes habiletés de communicatrice. Fait que ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Hein? C'est pas quelque chose, tu l'es ou tu l'es pas. Alors, en premier, on va regarder, suis-je un bon communicateur? On va faire un petit test. On va regarder les 7 clés d'une communication réussie. On va voir qu'il y a 3 styles principaux de communication ou de communicateurs. On va parler de conflits, donc on va voir aussi des niveaux de conflits, des catégories, les pièges au quotidien et comment les éviter. Et en toute fin, on va parler de la communication non violente en 4 étapes. C'est une technique comme telle de communication, mais tout au long, rester vigilant parce que tout au long, je donne des outils, des stratégies, des petites techniques par rapport au contenu. Alors, donc, êtes-vous un bon communicateur ou communicatrice? Bien sûr, tout ce que je vais dire se met au féminin. Là, je ne traduirai pas à chaque fois, vous comprendrez, pour faciliter le webinaire. Alors, êtes-vous un bon communicateur? 1 à 5, je vous invite certainement à prendre peut-être un petit crayon ou en tout cas, ou noter comme ça. 1 étant très faible et 5, vous êtes très fort là-dedans. Donc, première chose, je cherche à comprendre les idées différentes des miennes. Êtes-vous quelqu'un qui vous dit « Ouais, hey, c'est vraiment différent de ce que je pense, mais je vais essayer de comprendre. » Vous savez, lorsqu'on parle avec quelqu'un puis qui pense exactement comme nous, vous savez comme moi, comment c'est facile. Hein? C'est fluide, ça va de soi. On trouve donc que l'autre est bien intelligent, il pense comme nous, hein? Puis ça coule. Mais c'est lorsque les gens ont des positions, des croyances, des façons de penser fort différentes de nous que ça peut devenir difficile. Je suis à l'aise dans le monde des émotions. Je dis souvent qu'on n'est pas un communicateur. En fait, le meilleur qu'on va être dans la communication, c'est le plus à l'aise qu'on va être dans le monde des émotions. Autrement dit, si je suis très mal à l'aise, si je suis incapable de reconnaître mes émotions, des nommer, des gérer, fort probable qu'avec les autres, c'est la même chose aussi. Alors, plus je suis à l'aise avec mes propres émotions, habituellement, je vais l'être avec les émotions des autres, donc ça va faciliter la communication. Parce que bien sûr, je vais être capable de reconnaître qu'est-ce qui se passe chez moi et probablement de voir qu'est-ce qui est en train de se passer chez l'autre. Troisième, est-ce que je demande des précisions, des clarifications? Souvent, on prend pour acquis que les référents de l'autre, c'est les mêmes que les nôtres. Hein, quand il dit « Ah, il est souvent en retard, c'est pas payant, ça coûte trop cher. » Puis là, les gens parlent comme ça, puis on ne pose pas de questions. Qu'est-ce que tu veux dire par? Ça, c'est vraiment une phrase clé que j'utilise très souvent. Qu'est-ce que tu veux dire par? Il arrive trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne fait jamais rien ensemble. Donc, je demande aux gens, précise-moi, qu'est-ce que tu entends par là? C'est pas important ma définition de ce que c'est être riche, être pauvre, être en retard ou se coucher tard. C'est la définition de l'autre que je veux savoir. Alors, demandez des précisions. Je veille avec soin à distinguer entre les faits et les opinions. Combien de conflits arrivent basés sur des opinions? Ce n'est pas des faits. Tu sais, quelqu'un va dire, à un moment donné, il y a une chicane de belle-sœur qui me vient en tête, et il y en avait une qui avait dit à l'autre, en plein party, « En tout cas, là, moi, je trouve que ça n'a pas grand bon sens avoir plus que 3 enfants dans la vie. » 3, c'était son chiffre, tu sais. Mais l'autre, elle a pogné là-dessus, elle en avait 4. Hein? Fait qu'au lieu de dire, « Ah, ben, c'est ton opinion. » Dans le fond, c'est son opinion. Ça ne sert à rien qu'on se batte avec des opinions. Mais voyez-vous, on prend ça, puis après ça, on prend ces opinions-là comme étant contre nous, contre notre propre valeur. L'autre, elle a entendu, tu n'as pas de bon sens d'en avoir 4. C'est ça qu'elle a entendu dans sa tête. Je souligne les actions ou comportements que j'apprécie. Est-ce qu'on est capable de déposer dans le compte?
quand on a une relation avec quelqu'un, que ce soit avec les associés, les enfants, en partenaire, les conjoints, est-ce que de temps en temps, on est capable de dire hey, good job, wow, hey, tu as eu une fichue bonne idée quand tu as dit ça, j'y aurais pas pensé, tu sais, puis ou j'apprécie telle chose. On est-tu capable de déposer dans le compte? Parce qu'une relation, c'est comme un compte de banque. Et on fait des dépôts, puis il y a des fois qu'on fait des retraits. Les retraits, c'est quand on dit ou qu'on fait quelque chose que l'autre n'aime pas ou qu'on ne dit pas quelque chose qu'on aurait dû dire. Alors, ça ne se peut pas jamais faire de retrait dans une relation. Mais l'important, c'est allez-vous faire plus de dépôts que de retraits. Fait qu'essayez de penser que c'est comme une transaction aussi. C'est des petites transactions dans notre quotidien. Est-ce que je reconnais ouvertement mes erreurs? Est-ce que je suis capable de dire hey, désolé, je l'ai échappé, celle-là? Ou bien, ouais, j'ai dit ça, là, t'as sur le coup l'émotion, c'était pas fort, mon affaire. Je suis vraiment désolée, je m'excuse. Tu sais, employer des mots, mais être capable de reconnaître ses erreurs. Puis souvent, les gens me disent, dans un conflit, à quel point ça désamorce quand ils ont l'impression que l'autre a reconnu réellement, puis honnêtement, l'erreur de dire je suis désolée. Puis ils demandent, tu sais, on voit de l'empathie aussi là-dedans. Est-ce que je prends l'initiative de régler des malentendus dès qu'ils surviennent? On peut prévenir des escalades incroyables, juste à dire hey, tu sais, hier, on a parlé de ça, là, j'ai repensé à ça. Là, je pense que je ne me suis pas bien exprimée. Ou pas sûr que je me suis fait bien comprendre parce que j'ai peut-être été maladroit. Puis je vais le prendre sur moi. Ça n'enlève rien. Et être capable de prendre l'initiative de régler. Puis parfois, l'autre va dire non, non, il n'y a pas de problème. Ah, super, OK. Je voulais juste être sûr qu'on s'est bien entendu. Puis des fois, l'autre va dire ouais, ben, ouais, pas trouvé ça fort ou bon. Là, on va être capable de désamorcer ça. Fait qu'on peut prévenir des conflits parce qu'on va régler des malentendus. Quand on me conteste, je suis capable d'en discuter calmement. Pas facile, ça. Hein? On va voir tantôt comment prendre la critique à la fin. Mais est-ce que je suis capable d'accepter une critique sans me déconstruire, sans me dire, regarde, je ne vaux rien, puis l'autre est en train de me dire que je ne vaux rien? Est-ce que je suis capable de faire, OK, par rapport à ça, c'est vrai, ou en partie, tu sais, je vais reconnaître la part qu'il y a de vrai là-dedans. Pourquoi on veut bien communiquer? C'est quoi les avantages d'améliorer nos compétences en communication? Et on ne sera jamais parfait comme communicateur. On va toujours faire des gaffes, on va en échapper, mais l'idée, c'est d'améliorer sa moyenne au bâton. Alors, plus tu t'améliores, ben, plus il va y avoir des conséquences positives. Pour le bien-être émotionnel, parce que quand on communique mal, on est vraiment stressé, on ne se sent pas bien. Ça augmente l'efficacité au travail. On ne perd pas de temps, on s'entend, c'est plus, tu sais, on fait moins d'erreurs. Ça améliore notre santé physique parce que lorsqu'on communique moins bien, lorsque les conflits s'installent, qui deviennent chroniques, tout le monde me dit la même chose. Ça devient difficile, ils font de l'insomnie, ils sont anxieux, tu dors mal, tu fais plus d'anxiété. Puis là, tu commences même à avoir des petits mots un petit peu partout. Alors, les conflits, ça coûte très, très cher à tous les points de vue. Ça sauve du temps et de l'argent. Juste communiquer là, dans le quotidien. Là. On voit ça des fois, là, il y en a un qui passe en ville, il ne dit pas à l'autre. Puis là, quand il revient, là, l'autre, il dit, ben, si tu me l'avais dit que tu allais à la coop, là, tu t'aurais fait acheter telle affaire, on manque d'huile, ou ben, madame a dit, ben, tu aurais pu aller chercher les couches, là, j'en ai plus, il faut que je retourne en ville. Fait que juste d'apprendre à se donner des moyens, des techniques, tu sais, hey, quand il y en a un qui s'en va faire des commissions, peux-tu le dire à l'autre, là? Comme ça sauve du temps et de l'argent. Juste pour ça aussi. Ça diminue le stress, ça diminue les conflits, bien entendu, et ça améliore les relations en général. Plus vous êtes un bon communicateur, habituellement, c'est relié avec de bonnes relations en général. Alors, c'est pas tout ça qu'on essaie de bien communiquer. Et c'est quoi bien communiquer? C'est de dire les bonnes choses à la bonne personne, au bon moment, de la bonne manière, au bon endroit. Wow, juste ça. Les bonnes choses, on parle d'un point, on ne ramène pas les 25
25 années de problèmes dans la discussion, à la bonne personne. On voit souvent des gens qui passent. Tu sais, papa passe par madame, par sa conjointe pour passer un message au fiston, hein, au lieu de lui dire. Ou on va passer par un frère, une sœur. Alors, au bon moment, des fois, c'est juste pas la bonne place. Faire une critique à l'étable devant l'employé, à son frère, c'est pas winner, c'est pas gagnant. On peut-tu choisir l'endroit, choisir la manière aussi, puis choisir le moment. J'ai vu ça, quelqu'un qui a décidé là, de régler un conflit, là, ou essayer de régler un conflit à 4h moins quart, l'autre partait à 4h, puis il partait pour une semaine de vacances. C'était peut-être pas le temps de commencer à mettre la table pour ça. L'autre, il a passé ses vacances avec ça. Fait que voyez-vous, il y a des conditions qui vont faciliter la communication. Bonne chose, bonne personne, bon moment, bonne manière, au bon endroit. Fait qu'il faut se poser les questions-là avant d'aborder. Les 7 clés d'une communication efficace. Il faut d'abord choisir de communiquer. Ça a l'air drôle à dire comme ça, là, mais il faut comprendre c'est quoi nos motivations, c'est quoi nos raisons, pourquoi on veut choisir de bien communiquer. Si on n'a pas de motivation, on le fera pas. Il faut essayer aussi de vouloir comprendre l'autre avant d'être compris. Puis ça, c'est difficile parce que quand il se passe quelque chose, là, je veux donc que l'autre comprenne ce que je vis, ce que je ressens, ce que je pense, ce que je veux. Mais si je faisais un effort, parce que c'est un très grand effort, de dire, je vais essayer de comprendre sa position par rapport à ce point-là. On ne s'entend pas là-dessus. C'est où est-ce qu'il est? Avoir une saine curiosité. Essayer de vouloir comprendre l'autre. Et vous seriez surpris, les études démontrent que lorsque je prends cette position-là, où j'ai de la compassion, que je pose des questions saines, que je vais essayer de comprendre l'autre, bien, souvent l'ascenseur va revenir. L'autre va sentir que je fais vraiment un effort et lui aussi, il est plus porté à faire la même chose, lui ou elle. Nuancez vos propos. Tu sais, quand on s'entend là, dire toujours, jamais, tu es toujours en retard, tu m'aides jamais dans la maison, tu fais jamais ça, c'est toujours moi. C'est sûr qu'on est irrationnel à ce moment-là parce que c'est bien rare que c'est toujours plus jamais. Alors, souvent, la blague, il y en a qui vont commencer à dire, ah oui, toujours, toujours, toujours. Ben, pas toujours, là, mais souvent. OK. Donc, souvent, c'est déjà moins pire que tu es toujours en retard. Fait que voyez-vous, nuancer nos propos, puis écouter quand on est rendu, tu sais, blanc ou noir, c'est pas souvent utile. Il y a beaucoup de nuances de gris là-dedans. Accepter que l'autre n'est pas parfait, comme nous d'ailleurs. Hein? Souvent, il y en a qui vont me dire, ouais, ben, il a fait telle affaire, puis c'est sûr que l'autre n'est pas parfait. Nous non plus, puis ça, il faut s'en souvenir. Alors, il faut faut être capable de se pardonner. Parce que si on demande la perfection à l'autre par rapport à différentes habitudes ou comportements, ben c'est game over, là. On est perdu d'avance, là. Reconnaître sa part de responsabilité. Quand on a un conflit, c'est difficile parce qu'on est porté à mettre le blâme au complet sur l'autre. Puis ça peut être même pour un petit conflit, là, pas nécessairement un conflit qui dure depuis des années. C'est pour ça que souvent, avec mes clients, je leur fais faire l'exercice des fois par écrit, puis je leur demande qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez changer ou comment vous avez contribué à ça. Puis là, des fois, le premier réflexe, non, moi, j'ai rien fait, là. Tout lui, là, tu sais. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre partie à vous? Hein? Tu sais, on dit souvent, it takes two to dance, là, ça prend 2 personnes pour danser. Là. Dans un conflit, là, on est pas mal 2. Bon. Fait que reconnaître sa part de responsabilité, ça nous aide après ça à dire, ouais, peut-être que je parle pas assez, je m'affirme pas assez vite, je dis pas ce que je pense, ou au contraire, je pogne l'air trop vite. Accepter un monde de perception, ils appellent ça le réalisme naïf. Là. Ce qui est surprenant, on s'aperçoit que l'être humain, d'emblée,
il pense que sa perception, son interprétation, c'est la réalité. C'est rare que les gens vont dire, moi, ce que je me souviens de la discussion qu'on a eue, il me semble, tu sais, il a dit ça. Non, il a dit ça, il a fait ça, puis écoute, c'est là 12 ans, puis je m'en souviens mot pour mot, puis malheureusement, notre cerveau nous joue des tours. On distorsionne, on ajoute, tu sais, on n'a pas de bonne mémoire nécessairement. Et ma façon de voir ou d'interpréter une situation, elle passe à travers un filtre. On a tous des filtres. Un filtre selon l'humeur que j'ai, selon ma personnalité, l'histoire que j'ai avec l'autre, les préjugés que j'ai par rapport à ce sujet-là. Il peut y avoir plein de choses qui vont venir, c'est ma paire de lunettes à travers laquelle je participe à quelque chose. Si bien que à chaque fois, écoutez, que j'ai des clients, par exemple, que j'ai 2 frères ou un conjoint, conjointe ou le père, l'enfant, le premier qui me raconte l'histoire, là, je sais fort bien que quand l'autre va arriver, là, je vais avoir toute une autre version. Je ne sais pas ça va être quoi l'histoire, mais elle va être en faveur de l'autre. Alors, c'est notre perception. Je ne veux pas dire qu'il y a des fois qu'il n'y a pas des choses qu'on n'observe pas, mais être capable de dire, attends un petit peu, moi, je l'entends, je la vois comme ça, la situation, là, mais ça peut être plus nuancé que ça. Et cesser de prêter des intentions à l'autre. Combien de fois encore, j'entends quelqu'un dire, en tout cas, je sais pourquoi il fait ça, puis je sais qu'est-ce qu'il pense, puis ah oui, tu es dans sa tête. Ah, je le connais assez, là, je suis certain que c'est ça. Souvent, on prête des intentions à l'autre, puis bien entendu, quand on est dans un conflit ou que ça va moins bien, ben les intentions ne sont pas trop bonnes. Hein? Comment on voit ça, là, tu sais, il y en a un qui arrive bien en retard, puis là, on s'est fait toute une histoire, là, pourquoi il est arrivé en retard, puis des fois, c'est pas ça, pantoute. Donc, prêtez pas des intentions à l'autre. Laissez-leur raconter leur version des faits. Les pièges, j'en ai mis 5, il y en a plus que ça, mais souvent, c'est pas le temps. On n'a pas le temps de communiquer, on n'a pas le temps de s'asseoir, pas le temps de préparer la semaine, pas le temps de faire des réunions, perte de temps, pas le temps. Choisir le moment et le lieu, là, parce qu'on a le temps à partir du moment où on priorise la communication. Quand les gens me disent « j'ai pas le temps de faire ça », je leur dis « avez-vous vraiment le luxe et le temps de ne pas communiquer? » Parce que pas communiquer, ça coûte cher, puis ça prend du temps par la suite. Alors, le temps que tu n'as pas investi là, tu vas l'investir à réparer des pots ou réparer des erreurs ou on ne s'est pas entendu sur les objectifs de la semaine ou on s'est mal compris puis l'employé n'est pas rentré. Bref, il peut y avoir plein de choses. Là. Alors, décidez de prendre le temps. L'autre devrait le savoir. Ou j'appelle ça le syndrome de la boule de cristal. Là. Tu sais, souvent, à un moment donné, je me souviens d'un cas où est-ce que le père me racontait que en fait, lui, il avait 60, on va dire 64, puis il commençait à être fatigué, le monsieur, d'aller faire les traites, tu sais, puis les trains, puis les fins de semaine, puis de temps en temps, il y avait un petit break. Puis là, ben, il me faisait rire, il disait, mes genoux puis mes hanches, ils chiaulent. Ah oui, vos genoux, ils chiaulent. Il dit oui, ils chiaulent pas mal de ce temps-là. Fait que, tu sais, en voulant dire qu'il avait mal. Et, fait que lui, là, il aurait voulu avoir un peu plus de slack, un peu plus de congé. Puis là, j'ai dit, y avez-vous dit à votre fils? Ben non, il devrait le savoir à un moment donné, il doit bien voir que je boite un peu. Ben, pas sûr qu'il sait que ça fait mal comme ça puis que vous êtes rendu là. Fait que, tu sais, de prendre le temps, il ne vous devinera pas. Puis souvent, on pense ça, même en conjoint, l'autre, il devrait savoir que mais non, il n'y a pas de ta tête, il ne sait pas comment tu es fatigué, il ne sait pas comment que, tu sais, tu es brûlé. Fait que si tu as besoin d'aide pour telle chose, dis-lui puis demande-lui au lieu de présumer qu'il devrait te deviner. Ou il devrait deviner. Parler sur le coup de l'émotion. Jamais, je ne dis pas souvent jamais, mais là, je pense que je vais le dire, c'est, en tout cas, rarement une bonne idée. Très rarement. Pourquoi? Parce que l'émotion est au plafond. Puis quand l'émotion est au plafond, pour ceux et celles qui ont écouté là, des webs antérieurs, j'en avais parlé de notre cerveau émotionnel. Ça, c'est mon petit dessin
maternelle ici, là, du cerveau, où est-ce que, ici, on appelle ça le lobe préfrontal, c'est nos fonctions exécutives, c'est notre cerveau rationnel. Puis on a notre cerveau émotionnel ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis sur le coup de l'émotion, le sang, l'oxygène, les nutriments vont nourrir mon cerveau émotionnel. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai plus de sel, d'oxygène, puis de nutriments, j'en ai plus bien pour mon cerveau rationnel. C'est pour ça que le cerveau émotionnel, quand on est sur le coup de l'émotion, on n'est plus capable de se servir de notre raison parce que l'activité neuronale est rendue là. Et ce qui se passe, c'est toujours comme une balançoire, vous savez, pour enfants. On ne peut pas être en même temps en haut, puis en même temps en haut là. Alors, quand ça devient ça, pouf, l'émotion monte, le cerveau rationnel baisse. Et qu'est-ce qui arrive? Ça ici, c'est les fonctions exécutives. Ça nous sert à planifier, organiser, anticiper les pour et les contre, voir les conséquences de ses gestes, de ses paroles. Mais quand tu es hautement émotionnel, là, il n'y en a plus pantoute. Fait qu'à la blague, j'ai souvent à mes clients, tu as beau être une 100 watts, là, mais quand tu es sous le coup de l'émotion, il reste 10 watts. Là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, on va dire ou faire des choses sous le coup de l'émotion qu'on n'aurait pas fait du tout sous le coup de la raison. Parce qu'on n'est plus capable. On est dans un mécanisme de fight, flight or freeze. Donc, le combat, la fuite ou la paralysie. Alors ça veut dire que tout ce qu'on veut, là, quand on se sent attaqué parce que je dis comment ça que tu as fait ça de même, paf, mon cerveau émotionnel embarque comme si j'étais devant un ours et je veux me défendre. J'attaque l'ours ou bien je fuis ou bien je m'en vais. Alors, l'émotion, quand elle est haute, notre thermomètre est élevé, prenez une pause, fermez votre bouche, zip, on ne parle pas, passez habituellement pas intelligent. Là, il faut aller respirer, hein? Puis on est capable aussi, avec la pratique, de le faire à mesure. Quand l'autre dit « Ouais, t'as l'affaire », puis comme je me mets à respirer, plus que je respire profondément, plus je vais désactiver mon cerveau émotionnel et ça va me laisser le temps de dire « OK, qu'est-ce qui se passe? » Il n'est pas en train de me dire « Je suis un bon rien, là. » Il est juste en train de critiquer telle affaire, il n'aurait pas fait ça comme moi. Alors, c'est une pratique et une pratique. Mais parfois, on a besoin d'une pause parce que l'émotion, on est trop comme pris là-dedans. Donc, ne pas parler sur le coup de l'émotion. Les pièges, c'est de parler. Attaquer l'autre, généraliser versus nommer l'enjeu concrètement. Au lieu de dire à l'autre, écoute, quand tu me dis que tu arrives à telle heure puis tu arrives une demi-heure plus tard, moi, ça me désorganise, l'équipe est en place, ben, il y en a qui vont dire, oh, c'est bien, tu n'es pas responsable, toi, c'est jamais important, puis tu es toujours en retard, puis là, on rentre là-dedans au lieu de parler de l'enjeu concrètement. Donc, ne pas attaquer, c'est souvent attaquer la personnalité de l'autre. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu sais, tu es pareil comme ton père, tu es pareil comme ton frère, puis là, ça finit plus l'affaire. Ça, c'est un piège et ça blesse, puis ça mène nulle part. Et ne pas reconnaître aussi nos besoins, nos propres enjeux ou nos croyances irrationnelles. Souvent, lorsque j'ai une frustration, je dois me poser la question, à quel besoin j'ai, puis là, qui n'est pas répondu? Pourquoi ça me fâche tant, ça? Hein? Alors, il y a peut-être des besoins que j'ai, puis que je n'ai pas nommés ou que je n'ai pas identifiés. Fait que la situation va me choquer. Puis on a nos propres enjeux aussi. Il y a des gens qui ont des enjeux d'autorité avec leurs parents qui n'ont jamais réglé. Ils amènent ça dans leur vie de couple. Il y a les croyances irrationnelles qu'on doit être aimé par tout le monde. Donc, parce que j'ai cette croyance-là, que j'ai peur de perdre l'amour et l'approbation, ben je vais dire oui quand je devrais dire non. Et ça, ben, ça m'amène après ça à être frustrée. Fait que voyez-vous, les pièges, c'est de ne pas se connaître dans le fond assez pour reconnaître c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes enjeux, c'est quoi parfois les croyances irrationnelles que j'ai qui participent au conflit. Les peurs de communiquer. Une des premières questions que je vais poser à un client, c'est quand il me dit, mettons, qu'il n'a pas parlé de ça ou qu'il n'ose pas en parler, je vais dire, qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Qu'est-ce que vous craignez? Puis là, souvent, les gens, ils vont, ben là, j'ai peur
Puis là, ils vont le sortir. Et là, il y en a un paquet de peurs possibles ou probables qui sont là, à être critiqués. Hein, si je parle, si je donne un feedback sur quelque chose, j'ai peur qu'ils me disent, ben toi, t'es-tu mieux? Puis j'ai peur d'être critiqué. Certains ont peur d'être dominés par l'autre ou d'être manipulés. Il va s'en servir contre moi, d'être trahi, d'être ridiculisé. Puis là, à tort ou à raison, là, ça peut arriver, mais des fois, c'est des peurs qu'on se monte en épingle pas mal dans la tête, là. Pas être compris, révéler une faiblesse, être vu comme incompétent. Mon monsieur, justement, qui ne voulait pas, puis c'est arrivé plus d'une fois, où le papa ou la maman n'est plus capable de faire telle chose. Puis je dis, ben, qu'est-ce qui vous empêche de le dire? Puis je le sais, ce qui les empêche de le dire. Ils ont peur d'être jugés, puis que l'enfant les voit comme ils sont plus trop bons, hein? Plus capables de... T'es rendu que tu trouves ça dur de faire telle chose. Fait qu'on a peur parfois de révéler une faiblesse, d'être vu comme pas suffisamment bon. On a peur d'avoir mal, on peut avoir peur de la réaction de l'autre. Et, à tort ou à raison, alors quand les gens disent « j'ai peur de sa réaction », je ne laisse pas ça comme ça. Je leur dis « ben, de quoi vous avez peur particulièrement? Qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver? » Parce que, dans peu de cas, mais si ça arrive qu'on a peur de la réaction physique de l'autre, là, on est ailleurs. Là, on a besoin bien certainement là, de consulter si c'est des cas d'abus physiques ou psychologiques. Mais de façon générale, je dirais que dans une grande proportion des cas, on a juste peur que l'autre pogne un petit peu une heure ou boude ou bon, c'est quelque chose qui se surmonte, là. Hein? Puis des fois, encore là, on s'en fait beaucoup pour rien. L'autre ne réagira pas de façon si drastique. On n'a pas de créer un conflit, mais là, à vouloir tout éviter les conflits, c'est comme ça que les conflits arrivent. Je vous ai dit qu'on avait 3 styles de communication. Je veux juste vérifier si quelqu'un pourrait me faire un signe si la communication est bonne, parce que j'ai eu un message d'Internet instable. Est-ce que je peux... Oui, OK, merci. Donc, hein, je veux vérifier pour ne pas être stressée. Donc, on prend la peine on communique. OK. Alors, il y a comme, bien sûr, on pourrait avoir beaucoup plus de styles que ça, mais il y a un modèle que j'aime bien qui résume, bon, en résumant trop, on perd de la nuance, mais il y a des styles de communication qu'on va voir là. Passif, affirmatif, agressif. Et parfois, on peut être dans un style avec une personne, puis dans un autre style avec une autre personne. Mais on va les regarder un par un et les impacts que ça a. Le style passif, c'est pas qu'il est passif dans sa vie, là, puis passif au travail, mais dans sa communication, c'est la personne qui n'exprime pas ses besoins, ses attentes, ses insatisfactions. Elle ne nomme pas les choses. Elle endure, c'est toujours correct, elle dit rien, mais c'est pas vrai que c'est correct, mais elle ne nomme pas ça. Elle ne... Tu sais, tu lui demandes, ben, on fait ça, non, ça me dérange pas, choisis, bon. Alors, puis quand il arrive des choses, ben, elle va ravaler, puis elle dit rien. Alors, la personne n'est pas responsable des problèmes, elle se sent que c'est pas elle qui crée le conflit. Elle évite le rejet. En tout cas, c'est dans sa stratégie d'éviter les rejets. Puis il y a peu de conflits ouverts. Je vais bien dire ouverts parce qu'elle ne parle pas. Mais ça, c'est une stratégie qui dure un certain temps. Éventuellement, à éviter les conflits, on en crée des plus gros. Alors, le risque, c'est que la personne peut se faire exploiter. Ce n'est pas nécessairement que les autres veulent l'exploiter, mais elle ne met pas de limite. Hein, c'est la maman ou la grand-maman qui va garder à toutes les fois qu'on lui demande de garder, puis elle dit, je suis tellement fatiguée, là, j'aimerais ça avoir du temps pour moi, mais je l'avais-vous dit que vous, le jeudi, vous aimeriez mieux aller au yoga là, que de garder vos petits-enfants. Ben là, non, là, j'ai peur que ça décevoir ma fille. Fait que les personnes ne mettent pas de limite, fait qu'ils se font exploiter, mais la fille, elle ne sait pas, elle se dit, ben, ça ne veut pas. Elle va me le dire. Hein? Frustration accumulée avec le temps. Puis c'est des gens qui vont présenter une faible estime d'eux-mêmes. Souvent, je vais aller à l'autre extrême, après ça, on va venir dans le milieu. On voit souvent dans des couples
des profils où est-ce qu'il y en a un qui a un peu plus le profil passif, puis l'autre agressif. Agressif ne veut pas dire violent, là. OK? Ça veut dire, mais tu sais, la personne elle revendique ses droits, ses besoins, ses désirs, en ne considérant pas ceux d'autrui. Plus on est vers le profil très agressif, là, plus qu'une personne tend vers ça, plus habituellement, c'est, je vous dirais, avec des signes des fois de traits de personnalité narcissique. Alors, ces gens-là, ils vont souvent aller avec un style passif. J'ai écrit, la personne obtient presque tout ce qu'elle veut parce qu'il exige, puis il tape sa table, puis ou elle tape sa table. Fait qu'ils vont avoir beaucoup de choses, mais c'est pas nécessairement bon, on s'entend à moyen pas à long terme, là. Puis ils vont obtenir des choses, mais en termes de relations, c'est vraiment pas winner, ça. Donc, c'est des gens qui vont inspirer la méfiance, même la haine chez les autres. Ils vont devenir paranoïaques. Puis il y a très peu de relations intimes puis de bonnes relations. Là, je parle de profil, bien sûr, assez extrême, là. Si on a un profil de communication agressif, que ce soit avec les employés, conjoints, les enfants, les intervenants, les fournisseurs, c'est une personne qui ne se fait pas aimer, pas du tout, là. Donc, alors, ce qu'on tend à faire, un style qui est constructif, là, c'est le style affirmatif. La personne va être capable d'affirmer ses attentes, ses désirs, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, tout en considérant ceux des autres. Et c'est là qu'est la grande nuance. Je suis capable de dire ce que je ne veux pas, mais je vais écouter ce que l'autre veut, ce qu'il ne veut pas, pour essayer de trouver un terrain d'entente, puis où est-ce qu'on pourrait se rejoindre pour que ça soit une approche win-win, gagnante-gagnante. Fait que la personne, elle n'obtient pas tout ce qu'elle veut. Par contre, c'est relié avec une bonne estime de soi. On a des bonnes relations, puis c'est des personnes qui vont se sentir responsables puis en contrôle de leur vie. C'est vraiment la position la plus mature à adopter. Fait que c'est, tu sais, dans un exemple bien, bien simple, là, ça pourrait être deux chums ensemble qui veulent aller au resto, ils se donnent un rendez-vous, c'est-à-dire, puis ils disent hey, ça te tente-tu, on va aller manger du sushi. Puis là, je ne sais pas, là, puis ça fait un petit bout, je n'ai pas vu ma chum. Ma chum a dit hey, laisse faire, oublie le sushi, là, moi, là, je ne suis pas capable. Là, le poisson cru, là, écoute, ça me lève le cœur, là, je te dis, Pierrette. Donc, elle est capable de dire ah, ben là, je ne savais pas. Fait que, elle me dit veux-tu aller dans une brasserie? Puis là, je peux lui dire hey, tu sais, dans une brasserie, là, je te dis, le Martine, c'est peut-être la dernière place, je dirais. Ça fait assez de bruit à cette brasserie-là, là. Ça crie, ça de la misère à me concentrer. On pourrait-tu... Là, on regarde ensemble un autre resto, tu sais, qui va faire l'affaire des deux. Fait que juste une petite bride comme ça, je vous donne un exemple de deux personnes qui ont été capables de s'affirmer, de dire, hey, moi, ça, là, oh, ça me turn off, telle affaire, mais on va trouver ensemble une partie c'est un restaurant qui fait notre affaire. Fait qu'imaginez qu'on fait ça, mais de façon constante avec nos partenaires, nos relations. Là, je vais aborder quelque chose, c'est une parenthèse et pas, là, parce qu'il y a beaucoup d'associés dans on est dans des entreprises familiales pour plusieurs d'entre vous. Et qui dit entreprise familiale, on voit souvent des associés frères, sœurs ou deux frères ou deux sœurs. Bon, je vais vous parler des conflits qui arrivent dans la fratrie, lorsqu'ils sont vraiment entre frères, sœurs. Il y a deux catégories de rivalité. C'est ce que la recherche a découvert. Il y a une première forme de rivalité qui s'appelle la rivalité émotionnelle. Ça, la définition, c'est les deux compétitionnent ou un plus que l'autre, pour l'amour, la reconnaissance et l'affection des parents. On dit que cette rivalité-là, elle naît souvent de la situation, là, puis ce qui est arrivé, des enjeux émotionnels durant l'enfance. En fait, plus des 2/3 des adultes disent que leurs parents ont des chouchous. Alors, pour un des deux partenaires, il se sent moins aimé, moins reconnu, il y a eu moins d'attention, à tort ou à raison. Il y a vraiment dans des familles où est-ce qu'on peut voir clairement qu'il y a une préférence nette qui a été soulignée souvent
de bien des façons. Alors, lorsque ces deux personnes-là sont dans une même entreprise, où est-ce qu'il y en a un qui est l'idole, qui a toujours été vu comme la star, puis l'autre, ça fera pas de bonne, ça va faire une rivalité et ça ne fera pas une bonne association. Et cette rivalité-là, elle est très, très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que le conflit est entre deux frères, mais dans le fond, la source, c'est les parents. Alors, l'autre frère ne pourra jamais rien faire pour compenser pour ça. Et ça va se traduire dans plein de décisions au quotidien, mais il y en a un qui va toujours sentir qu'il est inférieur. Puis comme je vous dis, à tort ou à raison, parce que j'ai rencontré des familles où, en tout cas pour moi, c'était pas évident que les parents manifestaient vraiment plus d'amour ou de reconnaissance envers un des deux partenaires. Et il y en a un qui se sentait comme ça. Alors, c'est pour ça que dans la recherche, on voit que lorsque la rivalité émotionnelle est là, c'est des enjeux qui sont très, très difficiles, très difficiles à régler et que ça peut souvent mettre l'entreprise en danger. En fait, ce sont souvent deux frères et sœurs ou frères qui n'auraient pas dû être en affaires ensemble parce que l'enjeu, il ne se réglera pas dans l'entreprise. Il va se régler souvent quand ça se règle, lorsque la personne part, puis elle fait son cheminement, puis elle arrive à faire des deuils de la relation des parents qu'ils n'auront jamais. L'autre rivalité, elle, on peut beaucoup plus travailler avec ça. C'est une rivalité qu'on appelle stratégique. C'est lorsque frères et sœurs ou frères ne s'entendent pas sur la vision de l'entreprise. Puis ça peut arriver, une rivalité stratégique dans la fratrie, mais on le voit aussi avec les parents-enfants, là. Donc, on ne s'entend pas sur soit la vision, les objectifs, les ressources, les salaires, les risques à prendre. Tu sais, il y en a un qui est plus gamble que l'autre, les congés, les rôles, responsabilités. Alors, c'est vraiment au niveau de la structure, de la stratégie de l'entreprise. Alors, lorsqu'on arrive à bien identifier ça, bien là, on arrive à travailler avec des choses spécifiques. Hein? Par exemple, puis on va le voir tantôt, même dans la rivalité stratégique, il y a 5 niveaux, là, mais on a plus de prise parce qu'il y a des choses qui vont se régler relativement bien lorsqu'on prend le temps de se structurer, de nommer ça et de prendre des décisions. Un autre modèle qui est intéressant, c'est les niveaux de conflit. Ça sont plus au niveau, je vous dirais, dans les problèmes stratégiques. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que plus ça va vers le bas, plus c'est difficile à régler. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre c'est quoi la source du conflit. Lorsque c'est un fait, tu sais, par exemple, on ne s'entend pas sur des faits, bien, des faits, ça se vérifie. Fait que ça se règle assez bien, là. On ne discute pas des faits, vérifie-les, puis bon, ça se règle. Après ça, un niveau un petit peu plus difficile, c'est les méthodes. On ne s'entend pas sur comment on devrait parvenir à nos objectifs, comment on devrait faire les choses. Donc, ce qu'on tente de faire, c'est de trouver des critères pour définir ça va être quoi les meilleures méthodes. Parce qu'il y a une méthode peut-être qui prend plus de temps, l'autre méthode, elle coûte plus cher. Mais là, c'est quoi qui va être plus important? Le temps ou l'argent? Alors, si on s'entend sur des critères, puis on évalue après ça les méthodes en fonction de ça, ça va être plus facile. Mais là, il faut en discuter. Qu'est-ce qui va être le plus important quand on va faire la construction? C'est-tu l'échéancier qu'il faut respecter ou c'est... Bon, bref, on définit des critères. Ensuite, les rôles et responsabilités. Souvent, il y a des enjeux qui peuvent aussi avoir une rivalité émotionnelle là-dedans, soit que les rôles sont pas bien définis, soit on est confus, on se pile ses pieds. Moi, je dis souvent, ça nous prend chacun notre carré de sable. Et il faut pas que l'autre a joué dans le carré de sable de l'autre. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des faits à rapporter, puis on a à dire comment ça se passe. Puis s'il y a un problème majeur, là, on discute de ça. Là. Tu sais, souvent, il y en a un qui va avoir la gestion du troupeau, puis l'autre, il est plus dans les champs. Ben, on a des comptes à rendre sur les résultats, sur
l'argent qui est investi sur, bon, les différents critères. Mais il faut s'assurer que chacun perçoive que leur rôle est aussi valorisant. Parce qu'il y en a qui vont dire, moi, mon rôle, il n'est pas valorisant. Oups! Fait que là, on a un problème on n'est pas suffisamment reconnu. Des fois, c'est que dans le rôle ou les tâches, responsabilités, il y en a juste trop. Fait qu'il faut les redistribuer. Des fois, c'est, j'aime pas ça. Tu vois, moi, il était pas gay avec ça, puis, oh, OK, on va redéfinir certains rôles et responsabilités. Alors, plus qu'on clarifie, qu'on renégocie ou qu'on restructure pour dire, on est-tu à l'aise assis sur notre chaise? Puis est-ce que l'autre trouve qu'on est aussi compétent? Est-ce qu'on répond aux attentes mutuelles? Fait que voyez-vous, là, c'est un petit peu plus difficile que les méthodes. Après ça, il y a les objectifs. Ben, il y en a un qui veut aller à telle place, qui veut monter ça à ça, puis oups, quelle moyenne on va avoir, puis quel rendement on va avoir. Fait que là, on se met des objectifs et parfois, les objectifs sont trop élevés pour un, pas assez pour l'autre, trop rapides. Fait que là, il faut négocier les objectifs parce qu'avec les objectifs, ça va demander des ressources. Hein? Donc, on peut aussi être concurrent sur nos ressources qui seront limitées. On a des objectifs de développement, mais il y en a un qui veut mettre l'argent à la table, l'autre veut le mettre ses tracteurs pour pour les champs, fait que c'est bien de valeur, mais il y a tant de budget, là. Fait qu'on va redéfinir les objectifs. Et le dernier qui devient plus difficile, c'est lorsqu'on a des valeurs différentes. Donc, les valeurs, c'est les différences de motivation, de croyances sur le travail, les personnes, la gestion, la société. À un moment donné, j'avais rencontré quelqu'un, puis un jeune me disait, ben, quand j'étais plus jeune, je disais pas un mot, mais son père avait une approche très, très raide avec les employés, avec les consultants, avec les fournisseurs de services. Puis, tu sais, il était dur. Puis, lui, c'était comme... c'est ça, l'être humain, là, c'était pas bien au cœur là, de ses valeurs. Et le fils me disait, moi, Pierrette, je suis plus capable de vivre avec ça. Je me sens tellement mal à l'aise, ça rentre tellement pas dans mes valeurs. Et c'est ça l'a amené à un conflit fort important parce qu'il y avait d'autres valeurs différentes. Puis ça a fait que le fils a fini par partir parce que on était trop loin sur ce qu'on voulait. Et un autre exemple que j'avais, quelqu'un qui voulait rester dans le conventionnel, puis l'autre était rendu très appelé par le bio. Il voulait tout convertir l'entreprise en bio. Et l'autre, puis il n'y avait pas de, on peut-tu faire une partie? Il y en a un qui avait eu un appel, puis bon, il disait, on est trop différents. Alors, lorsque les valeurs sont très différentes, parfois on peut se rejoindre, parfois on peut faire des compromis, parfois on peut y trouver notre compte, et parfois c'est trop différent. Fait que voyez-vous, tout problème n'est pas aussi facile à résoudre comme tel. Je voudrais vous dire qu'il y a toute une technique pour tous les problèmes, là. Mais tu sais, on pense juste à la vision, aux valeurs. Ben, tu sais, à un moment donné, il y a un couple, ils étaient ensemble, puis ils finissent par se rendre compte qu'il y en a un qui veut pas d'enfant, puis l'autre en voulait 4. Aïe, aïe, c'est parce que splitter à poire à deux, ça marchait pas, là. Fait que se sont laissés. Il y en a un qui en voulait vraiment pas. Puis l'autre, c'est pas vrai que Alors, voyez-vous comment on est... il y a des choses, c'est plus difficilement réconciliable. Mais il faut au moins être capable de tout comprendre ça avant de prendre une décision. Puis souvent, j'ai ce petit dessin-là, bien simple, là. Mais pourquoi c'est pas si simple, la communication? Regardez, entre ce que je veux, ce que je dis. Déjà, ce que je dis, c'est pas toujours ce que je veux. Ce que l'autre comprend, c'est pas la même affaire que ce que j'ai dit. Ce qu'il veut, c'est une autre affaire. Alors, ce qui est fait, là, dans le milieu, ça peut être fort différent. Ah, ici, j'ai un petit test vite pour vous. Un petit test de perception. Je vais vous montrer une phrase, pas longtemps, et lisez-la, puis je vais vous poser des questions. Là, bien sûr, je vous ai pas en salle, là. Lisez ce qui est écrit là. Alors, là, cette valeur, on pourrait faire un sondage, mais est-ce qu'il y en a qui ont lu lundi, c'est le premier jour de la semaine? Habituellement, j'en ai une bonne proportion qui me dit ça. Lundi, c'est le premier jour de la semaine.
J'imagine, David, que faire un sondage vite de même, là, c'est peut-être c'est plus difficile. Je vais vous le montrer. Il y en a-tu qui ont lu d'autres choses? Il y en a, et là, je vais vous le montrer. Habituellement, voyez-vous ce qui est écrit lundi, c'est le premier jour de semaine. Souvent, on voit d'emblée lundi, c'est le premier jour de la semaine parce que notre cerveau, il va avec ce qui fait le plus de sens. Pourquoi je vous montre ça? Juste pour vous montrer que notre perception n'est pas exacte. Elle peut nous jouer des tours. J'en ai un autre petit ici. Je vais vous demander de compter le nombre de T dans la phrase. OK? Alors, combien avez-vous compté? Je ne le sais pas. Habituellement, dans des groupes, quand je fais des conférences entre 100 et 200 personnes, j'en ai un certain nombre qui disent 6, d'autres 7, d'autres 8, d'autres 9, d'autres 10. Alors, la réponse, c'est 10. Je prends le temps de vous le laisser ici, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore là, notre cerveau, il va vite. Je vous montre ça parce que dans une discussion des enjeux qui sont émotionnels et tout ça, ça se peut qu'on ne retienne pas toute l'information puis qu'on n'a pas toutes les nuances puis que notre cerveau y en échappe. Donc, histoire de perception, c'est un petit test comme ça, allégé et montrer que notre cerveau nous joue des tours. Maintenant, on va y aller avec une technique simple à comprendre, mais pas toujours facile à appliquer. Mais c'est un modèle qui nous aide à nous structurer un petit peu quand on veut communiquer. Il appelle ça la technique de la communication non violente en 4 étapes. Et ça nous aide des fois à nous préparer quand je veux dire quelque chose à l'autre, puis pas, ça ne sorte pas tout croche. Donc, on parle, décrivez la situation ou les faits, ou ce que j'ai observé, ou ce que j'ai entendu, ou ce que j'ai perçu. Vous parlez de la situation. Puis là, le plus difficile, c'est de rester sur cette situation-là, puis pas de vous promener dans toutes les situations, puis tout ce qui est arrivé, il y a 6 mois, puis il y a 3 ans, puis il y a 18 ans, là, OK? La situation, on décrit la situation, puis on exprime à l'autre comment on se sent. C'est quoi notre émotion? C'est comment je me sens par rapport à ça? Mais tu sais, la situation, ça peut être... ben, tu sais, hier, tu es arrivé à 6 heures du soir, puis ou 6h30, puis tu me dis que tu arriverais à 5 heures pour souper. Ça, c'est la situation. Bon, je décris ça. Comment je me suis sentie? Ben, je t'avoue que, premièrement, je t'inquiète. C'était même pas capable de te rejoindre ton cellulaire. Je me suis dit, y a-tu un accident? Y a-tu quelque chose? Puis j'étais en colère et tout, puis j'étais frustrée. Je me suis dit, ben, c'est ça. Il a encore oublié qu'est-ce qu'il avait dit, puis il est parti ailleurs, puis bon, c'est d'autres choses. Exprimer ses besoins. Ben, c'est quoi le besoin? C'est-tu que tu sois là ou c'est plus, je voudrais être averti. Je voudrais que tu prennes au moins la peine de me texter quand tu vas arriver en retard ou m'appeler pour que je m'inquiète pas, puis qu'on t'attende pas une secousse avec les enfants. Eux autres, ils se pouvaient plus, ils avaient faim. Dans le fond, je les ai fait manger pareil, puis, tu sais, là, je savais même pas si ça arriverait. Fait que bref, j'exprime ce que je ressens, puis j'exprime ce que je souhaiterais. Puis là, après ça, formuler une entente, une affaire comme ça, dire, est-ce qu'on peut s'entendre? Tu sais, que quand tu vas arriver en retard, tu sais, je ne parle pas de 5 minutes, là, mais que tu dis, oh là, je ne serai pas là avant 5h20, pourrais-tu juste me texter? Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Fait que, voyez-vous, je ne traite pas l'autre d'irresponsable, d'irrespectueux, et je m'approprie mon émotion. C'est moi, ça me dérange parce que, tu sais, des fois, ça me met en Moses ou c'est parce que peut-être des fois, je peux être stressée, je suis anxieuse. Ben oui, mais énerve-toi pas, tu le sais bien. Non, je sais que toi, peut-être, ça t'énerve pas, mais moi, j'étais stressée. Ça peut être ça ou ça peut être, ça me met en Moses. Ça me met en Moses parce que on s'est entendu là-dessus. Mais là, je le comprends, tu as eu une difficulté. Mais si je l'avais su, là, je n'aurais pas pompé de l'huile pendant 1h15. Tu sais? Fait que, on est capable de dire ça et de s'entendre. Fait que voyez-vous l'idée? On parle de la situation, on exprime comment on se sent, on exprime nos besoins, puis là, on formule une entente, tu sais,
Puis là, on demande à l'autre qu'est-ce qu'il en pense ou qu'est-ce qu'il comprend de ça. Ça, c'est un exemple simple. Des fois, c'est un peu plus complexe que ça. Mais ça peut nous aider dans des petites situations au quotidien, là. Alors, la communication non violente, ici, c'est un petit dessin là, que j'ai pris sur un site et le lien est là, parce que c'est sur Internet, alors ça paraît partout, là. Dans le fond, il y a ce que je vois, mes observations, mais quand on a une discussion ou qu'on veut parler d'un problème plus substantiel, un enjeu, il y a mes observations, puis il y a ce que l'autre voit aussi, ses observations à lui, son filtre. Il y a ce que je ressens, il y a ce que l'autre ressent, ce que tu ressens. Il y a ce que j'ai de besoin, mais l'autre aussi a des besoins. Hein, si on parle, par exemple, de, tu sais, qu'on voudrait revoir, je ne sais pas, les conditions de travail, les rôles, les responsabilités, ça va, tu sais, il y a tout ça, puis il y a ce que je voudrais, ce que je souhaite, puis ce que l'autre voudrait. Et on se promène à travers ça, et plus on arrive à comprendre la partie de l'autre et que l'autre arrive à nommer ce qu'il souhaite. Puis des fois, l'autre est moins habile, on peut lui dire, toi, comment tu vois ça? Toi, qu'est-ce que ça te fait, ça? On peut aider l'autre aussi à mieux communiquer. C'est quoi que tu aimerais? C'est quoi qui est le plus important pour toi? Fait on peut devenir et aider l'autre à mieux communiquer. Plus je suis habile, plus mon niveau de communication de l'équipe va augmenter. Alors ça, c'est la base de la communication non violente. Puis ça, c'est fondé sur des qualités comme l'empathie, la compassion, le respect, et être motivé par une approche gagnante-gagnante. Il faut vraiment avoir le désir de bien communiquer avec cette personne-là. Puis cette personne-là, là, est importante pour nous. Parce que quelqu'un qui n'est pas important pour nous pantoute, là, c'est sûr que c'est peut-être pas vers là qu'on va. Tu sais, ça nous préoccupe pas mal moins, là, ce que l'autre il veut puis ce qu'il souhaite. Mais on souhaite là, que dans une entreprise familiale, que ce soit la famille, les employés aussi. On peut faire ça avec un employé pour essayer de voir comment on peut accommoder des choses, éviter quoi de difficile, de quoi il y aurait de besoin, comment on pourrait accommoder l'employé, qu'est-ce qui pourrait avoir du sens, qu'est-ce qui est important pour les deux, puis ça permet de créer des nouvelles recettes. Moi, je dis qu'on co-crée des nouvelles recettes qu'on n'avait peut-être pas pensé avant, des nouvelles formules, parce que l'autre, il me parle de lui. Alors, je peux mieux comprendre et apporter des nouvelles solutions, des nouvelles stratégies. Et je vais terminer avec ça, c'est être capable de recevoir une critique. Bon, un feedback, appelez comme vous voulez. On sait que c'est pas facile parce que en théorie, tout le monde aurait des grands cours de communication et saurait comment donner des beaux feedbacks constructifs, là, tu sais, là, ils auraient la formule, mais dans la vraie vie, là, ils n'ont pas souvent la formule. Puis la critique, des fois, elle sort un peu croche. Et souvent, ça entraîne, c'est ça, des conflits. Alors, première chose, là, votre premier outil, c'est de respirer. Parce que dès que l'autre nous donne un feedback sur quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, notre cerveau émotionnel, vous vous souvenez, on avait parlé du modèle SCARF, le statut, la certitude, les relations, l'autonomie et fairness. C'est notre statut qui est menacé. C'est tout de suite comme, qu'est-ce que j'ai de pas correct? Là? Comme si là, je n'étais plus bon à rien parce que l'autre, il va me reprocher une chose. Et je vous dis que même les gens, quand on leur dit, là, avec des gants blancs, regarde, j'aimerais ça te donner un feedback constructif sur quelque chose, pouf, on se met déjà dans un mode défense. C'est comme si notre intégrité est menacée au plus haut point. Alors, imaginez quand il n'y a pas les gants blancs. On est fait comme ça. C'est rare les gens qui vont dire « Hey, moi, j'aime assez ça, les critiques, là. » Amenez-en, ça ne fait que m'aider à m'améliorer. Ouais, ça, c'est le rationnel, là, mais il y a une partie de toi, là, que, oh là là, pas facile. Alors, votre premier outil, c'est de respirer profondément et par le ventre, là, pas vous hyperventiler par en haut, là,
pour diminuer un petit peu votre cerveau émotionnel qui est en train de s'avoler puis qui a l'impression que c'est un ours qui arrive. Là. Tu sais, là, on a l'impression que l'ours va arriver. Bon, on respire, puis on écoute ce que l'autre a à nous dire, sans juger. Oh, que ça, c'est dur. Essayez de dire, OK, l'autre, c'est ce qu'il voit, c'est ses attentes, c'est sa perception. Quand on se souvient de ça, puis là, je ne dis pas qu'il a tort ou raison, l'autre, là, mais il faut se souvenir que l'autre, il nous parle de ses attentes à lui ou à elle, de sa perception de comment on a fait ça. Donc, ou de ses valeurs. Tu sais, quand le fils, mettons, disait t'es bête, bon, ben là, si tout le monde trouve que t'es bête, peut-être que t'es bête, là. Bon. Mais si à l'occasion, des fois, on reçoit un feedback, c'est pas le feedback des autres que tu entends comme ça, mais ça se peut que lui te parle aussi de ses attentes ou son standard à lui ou à elle. Fait que écoutez sans juger et essayez de ne pas interrompre ni préparer notre réponse. Parce que des fois, on ne parle pas, mais tu dis, attends un peu, mais qui respire, là. J'ai déjà mes réponses pour lui. Est-ce que je pourrais juste essayer de comprendre qu'est-ce que tu es en train de me dire? Demander de clarifier, poser des questions. Et ça, parce que souvent, des fois, l'autre, il n'est pas clair, là, puis il est assez général dans son feedback, là. Hey, t'es raide pas mal. T'as peu, là, je suis raide pas mal. T'es bête. T'as peu, qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, peux-tu me donner un exemple où, tu sais, ben, hier, quand le vétérinaire est venu, puis il a dit telle affaire, tu as dit telle chose, ou sur tel ton. Ah, OK. Là, ça m'aide à mieux comprendre. Puis là, OK, lui, il a trouvé que j'étais bête. Il ne faut pas jeter ça à la poubelle, un feedback, là. Il y a peut-être de la vérité là-dedans, là. Fait qu'après ça, je vais peut-être aller valider. Vous avez des questionnaires, hein? On vous a mis aussi des annexes où vous pouvez aller plus loin. Je vous ai mis des exercices, des outils pour aller plus loin là-dedans. Parce que quand j'ai un feedback sur quelque chose, là, je ne parle pas de le feedback, je ne sais pas moi, ton texte, il y avait trois erreurs, ils ont été corrigés, là. Mais un feedback sur une façon que j'ai d'être, un impact que je crée sur les autres, je prendrais ça au sérieux. Parce que je ne veux pas avoir un angle mort qui est trop grand, là. Tu sais, que je ne sais pas, là, que tout le monde trouve que j'ai l'air bête, là. J'aurais peut-être avantage à le savoir. Refléter le message, ça ne veut pas dire répéter comme un perroquet, mais dire, attends un petit peu, qu'est-ce que tu me dis par rapport à telle chose, ou tu as l'impression que quand j'aborde les gens, je les interromps souvent, ou bien que j'écoute pas le commentaire, puis que je donne tout de suite ma réponse, puis, tu sais, je vais essayer de refléter, si possible, le message que l'autre est en train de me dire. Ça précise. Des fois, l'autre va nuancer. Puis, troisièmement aussi, ben, ça dit, ça démontre à l'autre que vous voulez vraiment entendre ça. Puis, vous pouvez le dire, hey, je trouve ça raide. Franchement, là, ouf, ça fait pas mon affaire, mais même si je trouve ça difficile, là, ça demande du courage, là. Ça demande du courage pour certains feedbacks, là. Reconnaître les éléments fondés et s'excuser aux besoins. Tu sais, il y a du vrai là-dedans, puis ouais, par rapport à ça, tu sais, des fois, il peut nous donner du feedback sur comment on se comporte avec lui aussi, là, ou elle. Puis, ça peut être aider l'autre à préciser ses besoins. Si quelqu'un me donne un feedback là, par rapport à ce qu'il souhaiterait, ben là, ça peut être une technique aussi d'aider l'autre à préciser ses besoins. Alors, il y a dans les outils que vous avez reçus, je vais plus loin, là, il y a plus de... il y a plus d'items que ça, mais ça, déjà, là, se pratiquer à faire ça, c'est de la job. Puis accepter les différences. Dans les feedbacks, les autres nous parlent d'eux, de leurs standards, de leurs valeurs, de leurs critères. Accepter qu'on est différent. Puis à partir de là, ben, on pourra voir sur quoi on peut travailler. Alors, comme on est rendu à 1 heure, David, c'est notre dernier PowerPoint. On va être rendu à la période de questions. Alors, avant d'aller à la période de questions, ben, déjà, là, je tiens à remercier tout le monde d'avoir participé. Je sais qu'on a eu beaucoup là, d'inscriptions et je vous invite à travailler la communication. C'est quelque chose qui se travaille toute notre vie. Puis c'est jamais parfait. Mais plus on va le travailler, plus on se pratique, ben,
plus on augmente notre moyenne au bâton, et plus vous allez en bénéficier et votre entourage aussi. Tout le monde en bénéficie quand on devient plus habile à communiquer, plus habile à écouter. Alors là-dessus, David, je te laisse l'écran. Super. Oui, donc merci infiniment, Pierrette. Ça a été super, en fait. Vous nous avez donné plein d'outils, plein d'astuces pour comment mieux communiquer, gérer les conflits. En parlant des annexes, en fait, ils se trouvent dans l'application Chime où vous pouvez voir c'est votre, en fait, plateforme de participants. Vous allez voir dans l'onglet ressources, vous allez pouvoir aller télécharger certains documents que Pierrette nous a en fait fournis. Donc, merci encore, Pierrette. Avant d'aborder la période de questions, j'aimerais juste rappeler aux participants qui vont recevoir un courriel. Vous allez recevoir un courriel à la fin de cette présentation-ci. Et dans ce courriel-là, il y a un formulaire d'évaluation et il s'agirait tout simplement de le compléter. Et comme ça, vous allez entrer dans un tirage pour courir la chance de gagner en fait un livre, donc le livre de Pierrette Desrosiers. Et donc, merci pour ce beau geste, Pierrette. Et dans ce même courriel aussi, vous allez recevoir un lien à la page web Mieux-être de FAC. Et il va y avoir des liens avec d'autres modules, avec les autres modules en fait qu'on a enregistrés avec Pierrette. Et bien sûr, beaucoup d'autres ressources pour vous aider dans le mieux-être. Et voilà, sans plus tarder, donc, en fait, une dernière chose, Pierrette, je voulais juste vous donner, en fait, une idée d'où tout le monde vient. Donc, les participants d'aujourd'hui, je ne suis pas le seul en Saskatchewan, on a d'autres gens qui se sont joints à nous de la Saskatchewan. Il y a Lévis, Québec, Paris. Donc, MRC de Pontiac au Québec, une autre de Paris, Neuilly-sur-Marne, Île-de-France en France, Sainte-Lucie-des-Laurentides au Québec, Montérégie, Fredericton au Nouveau-Brunswick, Lanaudière, Montréal, Hawkesbury en Ontario, Région de Montréal, Montérégie, Leslie, Quaticook, Yaoundé au Cameroun. Et donc, wow! C'est devenu en fait une présentation internationale. Donc, super, merci à tout le monde d'être là avec nous. On va aborder les questions. Puis, je vais être honnête, Pierrette, dans le mini-test qu'on a eu, je ne suis pas arrivé à 10 T, hein, dans le petit test. En voyant les réponses, je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres, on a vu qui sont arrivés à 8 ou à 9. Donc, merci pour ça. C'est wow! Bien, ça nous aide à prendre conscience que ça se peut que dans une grande discussion ou plusieurs discussions qu'on a eues avec un partenaire, qu'on ne se souvienne pas de tout, puis notre cerveau, il distorsionne, il filtre. Fait que c'est pour ça qu'il faut des fois laisser la chance et dire, moi, c'est comme ça que c'est ce que j'ai perçu, c'est ce que j'ai entendu, mais pas dire, c'est ça que tu as dit, je sais exactement, c'est ça que tu as dit, puis je sais, mot pour mot, c'est pas utile. Ça, c'est pas utile. Parce que là, on va dire, c'est pas ça que j'ai dit, c'est pas vrai, puis là, on va s'obstiner, dire, ben, c'est ça que j'ai compris. Mais à partir de là, qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce qu'on souhaite pour le futur? Alors, ça, c'est clarifier son point et tout, mais comment on peut même avoir des discussions avec un partenaire ou conjointe qui ne veut pas discuter du tout? Comment on fait? Oui, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui m'est demandé souvent. On m'écrit pour ça. Ça arrive que certaines personnes dans le fond, c'est sûr que ces personnes ont des peurs, là. La première chose que je ferais, c'est mettre la table sur, je choisirais un temps, un moment, un lieu. Hein. Souvent, là, déjà là, des fois, on s'y prend un petit peu croche, la personne est fatiguée, puis là, on veut discuter là, puis bon. Fait que s'assurer que c'est un moment plus propice, puis parfois, je dis aux gens, ça pourrait se faire, tu vas au resto, quelque chose de tranquille, puis juste commencer à aborder l'idée, regarde, moi, je tiens à notre relation. Tu sais, d'établir, là, dire, pour moi, là, notre relation est super importante. Habituellement, là, si l'autre a dit que la relation n'est pas importante pantoute, on est ailleurs, OK? On s'entend, là. Mais dire, il y a des choses, moi, que je trouve plus difficiles. J'aimerais ça qu'on en parle.
parce que je tiens vraiment à notre relation, que ce soit une relation d'associés, là, ou parents-enfants, ou couple. Et quand l'autre est abordé que notre relation est tellement importante, puis il y a des choses qui se passent, puis je voudrais pas que ça vienne rendre ça ternisse notre relation ou on le sait tout, à un moment donné, si on ne parle pas de certaines choses, puis que les frustrations s'accumulent, ça pourrait mal finir, puis c'est pas ça que je souhaite. Fait que de dire, on peut-tu se donner le moyen de s'assurer que, on va communiquer certaines choses. Puis, on n'est pas obligé de parler de ça là, mais on peut ouvrir la porte à dire, j'aimerais ça qu'on parle de telle chose et telle chose, mettons les responsabilités ou nos finances, ou, voir, on va avoir des décisions à prendre. Puis là, ça se peut que l'autre se sente, on veut pas la prendre au piège, on veut juste dire qu'on veut en parler, puis dire quand est-ce qu'on peut en parler. Puis là, on se donne un moment, un lieu, mais de parler de l'importance, c'est quoi nos motivations premières? C'est la relation, puis c'est l'entreprise aussi, hein, c'est les deux. Fait que de dire compte tenu de ça. Puis là, l'autre, ça se peut qu'ils disent, moi, j'ai pas de problème avec telle chose. Peut-être que toi, t'en as pas, mais moi, j'en ai. Fait que si j'en ai, tu vas finir par en avoir parce que moi, je suis pas bien là-dedans. Fait que ramenez ça à vous. Dites pas, tu vas avoir des problèmes. Non, moi, j'en ai. Fait que moi, là, ça va plus bien. Fait que ramenez à ce que vous avez besoin, ce que vous ressentez, puis dire, là, telle chose, ben, où est-ce que tu veux qu'on en parle ou quand? Fait que là, je laisse gérer l'agenda, puis on va en parler. Puis là, après ça, on se prépare psychologiquement. Là, ça peut être des enjeux qui sont importants. Plus on part de loin, plus ça risque d'être difficile. Fait que là, des fois, certaines personnes ont avantage à avoir une tierce pour en parler. Mais des fois, c'est pas nécessaire si plus nous, on se contrôle, plus que ça va amener l'autre à se contrôler aussi, là. Oui, puis j'aime bien la réponse de se contrôler. Est-ce que, bon, et de bien respirer, vous l'avez aussi mentionné, de prendre son temps, bien réfléchir avant de même aborder une discussion. Oui. Mais du coup, puis c'est rentré, j'ai mon deuxième écran ici, il y a Anissa qui écrit, mais quand la personne en face nous pousse à bout, et cela malgré qu'on soit tolérant et essayant de la comprendre, cette personne-là, on va forcément tomber dans l'émotion. Et donc, des fois, notre réponse va peut-être nous apporter à dire des choses blessantes ou c'est quoi qu'on peut faire pour même pas aller là? Est-ce que c'est de reconnaître que peut-être on va blesser quelqu'un avec certains Ben, termes justement, à je dis l'avance? toujours que ça finit toujours que la seule chose qu'on contrôle, c'est soi-même. L'autre me poussait à bout parce qu'elle va dire, effectivement, il y a des gens, puis là, je parle pas, tu sais, je vais faire une parenthèse parce que même s'il n'y en a pas beaucoup, ça existe la violence, là, OK? Fait que si on pense qu'on est dans des cas de violence ou d'abus psychologiques, on n'est plus dans une communication normale, il faut aller consulter là, pour soi, OK? Ça, je tiens à le préciser. Mais mettons, pousser à bout parce que, tu sais, on paye sur des pitons sur l'autre, tu sais, contrôler telle affaire, ou bon, c'est pas ça l'importance de dire, bon, moi, je peux juste me contrôler moi. Je respire, je respire, je respire. Et quand l'autre dit ça, d'être capable de reconnaître que mon thermomètre est en train de monter, mais est-ce que je suis capable de dire, regarde, ça, quand tu dis ça, c'est pas utile. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de ça. Ou ça, quand tu me dis ça, je me sens blessée. Est-ce que, tu sais, est-ce qu'on pourrait, s'il te plaît, parler de l'enjeu? Parce que le problème, c'est qu'on part souvent sur d'autres choses dans la deuxième phrase. On n'est même plus sur le premier problème. On est parti ailleurs. Regarde, tu vois comment tu es tout le temps pareil. Là, donc, je ne peux que me contrôler moi. Plus je me contrôle, plus je ramène l'autre, tu sais, à dire, attends un petit peu, là. Puis là, c'est le temps aussi d'en parler quand on est calme, de dire, est-ce qu'on peut s'entendre que telle chose, tu sais, on va se donner des règles du jeu. Quand je travaille puis que je coach mes clients sa communication, on se donne des règles du jeu. C'est quoi les règles? On se crie pas de nom, on monte pas le ton. S'il y en a un qui tergiverse, qui va sur un autre sujet, on dit non, on est hors track, on revient sur le sujet. Tu sais, on se donne des moyens. S'il y en a un qui dit j'ai besoin d'aller prendre une pause, on respecte ça. On dit pas non, tu récites, on va le finir. C'est la pire des choses. Il est en train de te dire que lui, son thermomètre, là, il est plus intelligent, là. Fait que déjà, si je reconnais que
va aller prendre un break. Je contrôle ce que je dis, je contrôle ce que je fais. Alors, la personne qui a demandé ça, je le comprends parce qu'il y en a qui ont le don en tabarnouche de peser sur des pitons, là. Fait que c'est pour ça que peut-être avant, on pourrait aussi s'asseoir, se donner des règles du jeu. Puis on va revenir à la motivation, c'est quoi? On a-tu le goût que ça marche, nous deux? On a-tu le goût que ça fonctionne? Bien, si on n'apprend pas à mieux communiquer, parce que souvent, le problème, David, c'est qu'on a créé des patterns, hein? On reste dans les mêmes... Puis il y en a là-dedans qui souffrent d'impulsivité, c'est des TDAH, c'est pas des excuses, là. Je suis pas en train de dire que c'est des excuses, mais ce sont des profils qui sont beaucoup plus impulsifs. Il faut qu'ils travaillent sur leur gestion des émotions beaucoup plus fort parce que ils ont, tu sais, là, dès qu'ils sentent une menace, t'es pas mieux. Puis là, on est parti, là, on est parti. Ouais. Fait que dès qu'on s'aperçoit qu'il y a une escalade, puis l'un des deux, il faut qu'il tire la plug, dire time out. Il y en a qui se font ça, time out, puis on va respecter ça. Un peu comme des enfants qui se chamaillent, là, quand il y en a un qui dit on joue plus, là. Tu sais, parce que ça fait mal. On a une règle, c'est on joue plus. L'autre, il arrête. Fait que là, time out. Mais me préparer moi, plus je suis forte, plus j'ai une capacité à dire quand ça arrive, qu'est-ce que je fais? Je dis non, ça, on va pas là. Non, ça, c'est pas utile. Ça me blesse quand tu dis ça. Mais il faut que je respire, là. Il faut que je respire, là. Hein? J'aime beaucoup ça, les règles du jeu. Donc, c'est règles, se créer des règles du jeu. Uh-huh. Oui, puis pas 18. 3, 4, 5, lequel qu'on dit, ça, là, c'est sacré pour notre relation. Puis est-ce que si quelqu'un veut pas consulter du tout, disons membre de famille, associé d'entreprise, conjointe, est-ce qu'on peut consulter seul? Oui, et ça arrive souvent souvent, ça arrive. Puis d'autres fois, quand les personnes ont consulté au début, je leur dis comment ils pourraient approcher l'associé ou le conjoint pour l'amener. Il y a des fois que ça marche, puis il y a des fois qu'il y a des personnes qui ne veulent vraiment pas. Je dis toujours à personne que toi, ce que tu vas améliorer, comment tu vas être capable de gérer tes propres émotions ou mettre tes limites. Aussi, des fois, on apprend à la personne à mettre des limites. Si elle s'améliore, ça va changer la dynamique parce que ça va briser, tu sais, un petit peu comme je te disais, le pattern là, on ne jouera plus la même danse, là. Tu sais, on va changer de pas, fait que ça va changer. Parce que sinon, il faut au moins que la personne sache comment moi je vais gérer ça lorsque ça arrive. Quelle partie, moi, je peux faire différemment. Donc et c'est préférable. C'est préférable quand il y en a deux, là. On s'entend, là. Ben oui. Oui, mais c'est un moment de réflexion qu'il faut prendre avant même d'aborder cette communication. Donc, je vais passer à mon écran encore. Il y a une autre question qui joue dans ce jeu-là aussi. C'est comment agir avec quelqu'un qui ne souhaite pas exprimer même ses émotions ou n'y parvient pas? Il y a des gens qui... Il y a une petite catégorie de la population qui sont vraiment malhabiles, malhabiles dans le sens qu'ils ne l'ont pas appris, et il y a des gens qui ont énormément de difficultés aussi à reconnaître ou nommer. C'est pas nécessairement de la mauvaise foi, là. Il faut comprendre que, tu sais, il y en a qui sont très près de leurs émotions, ils ont beaucoup de nuances, ils sont capables de mettre des mots facilement, ils s'en rendent compte, puis d'autres, ils sont comme loin de ça pour différentes choses, là. Alors, on peut soit tenter avec la personne de lui dire, est-ce que c'est comme ça que tu te sens? Parfois, j'ai des clients qui je lui demande comment vous vous sentiez là-dedans. Je ne sais pas, ils ne sont pas capables de me le dire. Fait que là, je leur suggère, est-ce que ça se peut que vous vous êtes senti trahi dans ce moment-là? Oui, c'est ça. Tu sais, et des fois, ça peut les aider. Il faut faire attention pour ne pas dire « tu te sens comme ça ». Là, hein? On peut suggérer ou dire « j'ai l'impression que ça se pourrait-tu ». L'autre chose que je vais amener aussi, parce que pour moi, il y a une différence, nommer ses émotions, fait qu'on peut tenter d'en parler. On peut aussi essayer de voir les besoins. Hein? C'est quoi les besoins? Fait qu'on va l'aider. De quoi toi, tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu aimerais là-dedans? Fait que là, la personne, elle parle moins de ses émotions.
Et c'est pas tout le monde qui a le goût de parler deux émotions. C'est pas tout le monde qui aime ça. Et on peut pas demander aux gens de, tu sais, parce qu'il y en a qui sont très à l'aise avec ça. Ils vont nommer leurs émotions 22 fois par jour, puis, mais on peut pas toujours demander ça aux autres aussi. Fait que, il faut s'assurer d'avoir un certain respect pour ce que la personne est capable de dire ou de faire. Puis j'ai travaillé, moi, avec énormément d'hommes, supposément, qui ne parlaient pas de leurs émotions, mais en fait, ils arrivaient à me dire les choses pas mal bien, des façons différentes. Puis puis la femme, elle disait, il parle jamais de ses émotions, puis pas moyen de faire parler. Puis tiens, on arrivait par la bande en suggérant des choses, puis ben, il n'était pas obligé non plus d'en parler. Des fois, ils vont les dire autrement. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de nuances à apporter. Je ne sais pas si ça répond, est-ce que la dame, ça répond à sa question, mais j'irais certainement en tentant de suggérer des choses. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que... C'est de se préparer des bonnes questions pour pouvoir, en fait, les poser, mais comme vous avez dit, de pas sentir comme si on attaque cette personne-là, parce qu'ils peuvent se sentir attaqués. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que tu sens? Oui. Et donc, un petit suivi là-dessus aussi, j'ai une autre question. Comment faire pour dépasser l'état comme de sidération qui peut arriver quand une personne fait quelque chose qui est très contraire à nos valeurs et que l'on est tellement choqué qu'on ne sait pas comment en parler? Comment on fait? Oh, ouais, parce que la personne qui a demandé ça, effectivement, quand ça touche à nos valeurs, là, c'est... ben, écoutez, premièrement, je me calmerais avant là, d'en parler, certainement, et j'analyserais qu'est-ce que ça vient tant chercher chez moi, puis si vraiment il y a une différence de valeur énorme, ben, on peut pas ne pas en parler. Mais là, ça reviendrait à dire, OK, je me prépare et je vais nommer, non pas en attaquant l'autre, mais en nommant que moi, ça, c'est venu complètement me jeter à terre, me chavirer, parce que dans mes valeurs, pour moi, telle chose. Là. Puis j'essaierai de comprendre son point de vue. Est-ce que lui ou elle voit ça, tu sais, est-ce qu'il fait ça? Je ne sais pas, je suis pas au courant de la situation, là. Mais je me calme et je fais le constat et je me pose des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui est isolé, que c'est arrivé juste une fois, ou c'est en train de parler des différences de valeurs si importantes avec un partenaire? Je creuserais ça. Là. Je fais ma propre analyse, mais après ça, je lui dirais, faut que je t'en parle parce que c'est trop important, puis ça va être comme un éléphant dans la pièce si on n'en parle pas. On fait semblant que c'est pas là, mais moi, c'est venu me chercher beaucoup, ça m'a blessé, ça m'a fait mal, je prendrais la communication non violente, là, parce que voici ce qui est important pour moi. Fait que là, j'essaierais de comprendre aussi son point de vue, puis on partirait de là. Puis disons, il y a de quoi choquant qui arrive, puis on doit se séparer d'un associé ou conjointe ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible de demeurer associé avec notre ex et quand même de bien s'entendre dans vos expériences? Est-ce que vous avez rencontré des cas pareils? Je vous dirais que c'est l'exception et non la règle qui peuvent demeurer. Là, si on parle, mettons, d'un couple, là, un couple qui est ensemble et qui se sépare parce qu'ils ne s'entendent plus comme couple, je ne vous dis pas que c'est impossible, mais je vous dis que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la relation de couple va, tu sais, les enjeux, les différends qui étaient là, et habituellement, il y en a tout un qui est plus blessé que l'autre. C'est rare qu'on devienne juste comme des copains. Tu sais, c'est l'exception et non la règle. Là. J'ai vu ça une fois, puis la formule semblait fonctionner. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut se poser la question, c'est, tu sais, est-ce que je vais avoir les mêmes valeurs, tu sais, les différends qu'on avait, les problèmes de communication, je veux dire, on n'est pas deux personnes différentes là, rendues dans l'entreprise. Là.
Et il faudrait se poser les questions, la motivation de rester ensemble comme associés, là, à quel coût? Puis quelqu'un peut l'essayer, mais j'ai vu des gens se détruire à essayer de faire ça parce qu'au nom de l'entreprise, parce que c'était difficile financièrement de se séparer. Ils trouvaient qu'il y avait quand même un beau setup, mais à quelque part, il faut être capable d'être de bons associés, ce qui va falloir dire que les éléments de base, c'est encore le respect, l'amitié, vouloir déposer dans le compte de l'autre, avoir de la compassion. Fait que si on est dans une période où on est blessé, on aime encore l'autre, on y en veut pour ce qui est arrivé, c'est pas réaliste, là. Il y a trop de blessures qui sont là. Et c'est bien entendu qu'on veut un succès personnel, on veut aussi le succès de l'autre si on est associé avec eux, on veut le succès de l'entreprise, de la famille, par exemple. Il s'agit juste de trouver ces moyens de communication qui vont bénéficier tout le monde. Et des fois, ce n'est pas facile, mais c'est certain, vous l'avez bien dit, mais c'est de trouver ces moyens-là et avoir une réflexion personnelle, se préparer. J'ai une dernière question avant qu'on doit terminer en fait notre présentation d'aujourd'hui parce on dépasse déjà un peu l'heure, mais une dernière question. Est-ce que pour vous, la communication ne passe que la parole ou lorsque quelqu'un s'exprime par des actions, c'est également une façon de communiquer? Ah oui, absolument. C'est un très bon point, là. On communique par nos actions au quotidien, là. Hein? On communique nos valeurs, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, où est-ce qu'on met notre énergie, notre temps. On communique, tu sais, j'adore la question, là, merci à celle qui l'a posée, là. On communique des bonnes choses et des mauvaises choses parce qu'on fait aussi, là. Tu sais, quand ton chum, tu sais, à la blague, je le dis, là, quand je reviens de conférence l'hiver, que j'ai fait 250 km, il est 11 heures le soir, il fait -30, puis que mon conjoint à 10h30, tu sais, je sais pas, j'arrive à 10h30, puis il m'accueille, puis il vient chercher les valises dans l'auto parce qu'il sait que j'haïs débarquer tout le stock à -30. Ben, il n'est pas obligé de me parler de tous ses états d'âme. Il fait vraiment un beau geste, puis il est en train de me dire, je t'aime, là, peut-être importante pour moi, là. Puis je sais que tu as travaillé fort. Fait que, tu sais, être capable aussi, tu sais, pour des gars qui nomment moins des fois les émotions, de voir dans des actions les choses qui vont se faire. Puis entre frères, c'est la même chose. Et, l'autre, il va y rendre service, il va... Fait que, tu sais, on n'a pas juste des mots, on a des paroles. Merci beaucoup pour la personne qui a dit ça, là. C'est une excellente question. Puis c'est ces deux bords, là, c'est sûr, là. Ce qu'il fait puis ce qu'il fait pas, ben, des fois, ça dépose, des fois, ça retire dans le compte. Donc, merci infiniment, Pierrette. En fait, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Puis je vois déjà les remerciements qui se présentent sur mon deuxième écran, en fait, à l'écran ici. Puis donc, Pierrette, comment peut-on vous rejoindre si on veut communiquer avec vous? Bien, je dirais d'aller sur mon site web. Il y a beaucoup d'outils, de blogs et tout ça. Mon courriel est là aussi, là, pierrette@pierretterosier.com. Puis, en tout cas, moi, je tiens à remercier tout le monde qui a été là. Je vous souhaite, en fait, je vous souhaite beaucoup de succès, autant personnel que professionnel. Puis, je vous souhaite tous d'être très heureux dans ce que vous faites, très heureux avec qui vous êtes. Et travailler sur soi, c'est l'histoire d'une vie, hein, un petit peu à la fois, une journée à la fois, on ajoute des petits outils. Et je souhaite vous rencontrer peut-être à travers FCC, on ne sait pas, une autre fois éventuellement, ou du moins lors de d'autres colloques ou conférences. Bon succès à tout le monde. Merci encore, Pierrette.